Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième conférence dans le cadre du cycle que nous organisons pour le mois de l'architecture et du patrimoine, donc la première édition sur Beauvais. Donc voilà, je vous présente le programme et si vous êtes là, c'est que vous l'avez trouvé quelque part de toute façon. Et puis un grand merci à tous ceux qui sont déjà venus mardi et qui ont été assez intéressés mardi pour revenir découvrir la suite avec Laetitia et Anna. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vais leur laisser la parole. Donc aujourd'hui nous avons la conférence numéro 2 sur le pan de bois autour des techniques et méthodes d'étude des maisons à pan de bois qui nous est présentée par Anna Guillou qui est donc assise sur le fauteuil et Laetitia Bougnol qui nous avait déjà fait quelques teasings mardi pour nous inciter à revenir. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais faire quelques redites par rapport à mardi, notamment en introduction. Juste repréciser pour les quelques personnes qui n'étaient pas là mardi. Depuis cette année, nous avons lancé le projet d'inventaire des maisons à pan de bois. Cet inventaire est vraiment au tout début de son parcours. Comme vous l'avez dit Fabrice, nous ne sommes pas des spécialistes de l'étude de ces maisons en pan de bois et que nous n'avons pas non plus eu le temps à proprement parler d'étudier précisément une de ces maisons et qu'aujourd'hui on va surtout s'attacher à vous présenter des méthodes d'étude qu'on utilise déjà en archéologie et plus spécifiquement en archéologie du bâti. Donc juste quelques mots sur l'archéologie du bâti, qui est une discipline assez récente au regard de l'archéologie sédimentaire, puisqu'elle s'est développée essentiellement dans les années 80 et 90, qu'elle porte sur tout type de construction, quelle que soit sa période, la nature ou la fonction. Que en fait on va réutiliser le principe de la stratigraphie qu'on retrouve en fouille et en archéologie sédimentaire, c'est-à-dire que en fouille sédimentaire, ça va être la superposition, pour faire très simple, des couches stratigraphiques au fil du temps qui vont nous permettre de pouvoir montrer l'évolution d'un site. De la même manière, pour une façade, pour un bâtiment, on va réaliser en fait la stratigraphie de ce bâtiment avec la possibilité donc de reconnaître les différentes phases des aménagements successifs, des reprises, des transformations, de l'abandon voire du démantèlement de cet édifice et ainsi en affiner l'histoire. Bien sûr, on ne dissocie pas archéologie du sous-sol et archéologie des élévations, même si dans le cas qui nous occupe ce soir, des maisons à pan de bois, on ne va pas forcément aller faire des trous dans les sous-sols des maisons, pour ne pas faire peur aux propriétaires. On étudie vraiment là pour le coup le bâtiment, mais si je prends l'exemple de la maladrerie Saint-Lazare, où on étudie à la fois les bâtiments encore en élévation, mais également le sous-sol du lieu, et c'est l'ensemble des données recueillis à la fois sur les élévations et sur le sous-sol qui nous permettent de comprendre l'évolution générale du site. Donc l'archéologie du bâti aborde plusieurs problématiques autour de l'évolution des formes et des types d'architecture, qu'elles soient publiques ou privées, les techniques de construction, des matériaux, des décors. D'une manière générale, l'organisation également du chantier de construction, la gestion des approvisionnements des différents matériaux qui va être utilisé. Et comprendre ainsi comment les espaces construits ont pu être utilisés au cours du temps. Donc dans cette présentation, dans un premier temps, Anna va vous parler du relevé d'élévation et plus particulièrement de la technique de la photogrammétrie. Et dans un deuxième temps, je développerai plutôt les grandes caractéristiques du bâti en pan de bois pour vous montrer quels sont les éléments qui vont nous servir pour créer une première typologie de ces maisons et pour nous mener, on l'espère, vers une typochronologie en essayant de dater ces édifices. Je laisse la parole à Anna. Bonjour à tous. Je prends la parole dans le cadre de cette conférence ce soir parce que je vais être amenée à travailler dans le cadre de ce projet en tant que dessinatrice. Et à ce titre, je vais donc vous présenter les méthodes que nous mettrons en place afin de produire des relevés d'architecture précis. Voilà les différentes parties que nous allons aborder ce soir. En guise d'introduction, je vous dirai quelques mots sur l'utilité du relevé archéologique. Ensuite, je vous présenterai une technique très adaptée au relevé du bâti, la photogrammétrie. Nous verrons quelques jalons de l'invention de cette technique et puis nous détaillerons les différentes étapes de la photogrammétrie. Dans un troisième temps, on prendra l'exemple d'un bâtiment à pan de bois pour illustrer le processus de dessin.
Alors, cette diapo à l'écran pour illustrer le relevé dessin sur un chantier archéologique. Vous voyez à droite notre collègue Camille Boulefroy en train de dessiner sur le terrain. Donc c'est la manière la plus classique de faire un relevé dessin. Vous voyez les axes horizontaux qui sont posés. Et puis c'est à partir de ces axes que l'on va prendre des mesures de manière perpendiculaire. À gauche, c'est une minute de terrain. Donc c'est vraiment la production que l'on fait directement sur le terrain. Et puis au-dessous, la version finale du dessin qui est celle qu'on présente généralement dans les rapports. Donc en l'occurrence ici, il s'agissait d'une opération de notre collègue François Haze. Et vous voyez que c'est un dessin interprété. Il y a une légende. Ici, il voulait par exemple montrer les différents types de mortiers. Alors pour étudier un site, un bâtiment ou même un objet, un archéologue a besoin de données précises et notamment de relevés dessins, de relevés techniques sur lesquels il peut prendre des mesures, sur lesquelles les mesures sont justes. Donc le relevé archéologique va nous servir à décrire pour ensuite comprendre, analyser mais aussi comparer plus facilement et également faire comprendre et aussi argumenter nos interprétations. Dans la majorité des cas, lors d'une opération d'archéologie préventive, le site sur lequel on intervient est détruit pour faire place à une nouvelle construction ou un nouveau projet. Ce qu'il reste de ce site, ce sont les objets que l'on va recueillir et puis toute notre documentation. Sur le terrain, on a donc 3 modes de relevé à notre disposition. La photographie qui va nous permettre de conserver l'aspect réel du site, la topographie qui va permettre de le replacer dans l'espace et puis le relevé dessin qui va permettre de décrire les structures découvertes. Bien sûr, dans le cas ici de l'étude des maisons à pans de bois, les maisons ne vont pas être détruites, mais elles pourront être amenées à changer de faciès, donc le relevé reste toujours très important. Alors, afin de documenter ces maisons à pans de bois, il va nous falloir trouver une technique qui va nous permettre de réaliser ces relevés, une technique rapide et qui ne nécessite pas forcément de poser un échafaudage. Parce que je pense je ne sais pas s'il y a des architectes dans la salle, mais ils ne me contrediront pas. Il y en a au moins un. On ne peut pas toujours poser un échafaudage pour faire un relevé dessin, donc il va falloir trouver une autre technique. Et vous imaginez bien qu'on n'est pas les premiers dans l'histoire à avoir besoin de cette solution. On va remonter un petit peu dans le temps, peu de temps après l'invention de la photographie. Donc, on va situer vers la fin des années 1830. Donc, je vous présente Aimé Loseda à gauche, qui est un officier du génie de l'armée française. Et lui, il va avoir l'idée d'utiliser les photographies de paysages, non seulement pour observer le terrain, mais aussi pour pouvoir le mesurer. Au début, la technique va prendre plusieurs noms. Il va l'appeler notamment iconométrie, donc icône de image en grec, et puis métrie, la science de la mesure. Il va notamment réussir à dresser le plan d'un village uniquement à partir de 4 photographies terrestres. Donc ça, il le fait en 1861 déjà. Un peu plus tard, voire même plutôt en parallèle, c'est un architecte allemand. Donc vous avez le portrait à droite, Albrecht Meydenbauer, qui, après avoir failli tomber lorsqu'il faisait le relevé d'une cathédrale, décide aussi de s'aider de photographies pour mesurer les bâtiments et pour s'éviter quelques frayeurs. Et donc c'est lui qui va inventer le terme de photogrammétrie parce qu'il va c'est lui qui va le publier le premier dans un article à la fin du 19e siècle. Et donc il utilise les mots photo, la lumière, gramma, ce qui est écrit ou ce qui est dessiné, et puis toujours métrie de métron, la mesure, la science de la mesure. Donc il va essayer avec la photogrammétrie de mesurer finalement en dessinant avec la lumière. En France, l'accent va plutôt être mis sur la cartographie de terrain par Aimé Loseda. Il va notamment avoir la lourde responsabilité de tracer, de fixer les nouvelles frontières suite à l'annexion de l'Alsace et la Lorraine. Et puis en parallèle, Meydenbauer en Prusse, lui, va se concentrer plutôt sur la reconstruction de bâtiments. Et donc, il est considéré comme vraiment le fondateur de la photogrammétrie architecturale.
Donc tous les calculs, toutes les mesures étaient bien sûr réalisées au départ à la main, puis ensuite petit à petit avec des appareils, des machines. Et puis c'est pendant plus de 150 ans que les ingénieurs, les architectes et autres spécialistes vont développer cette technique. Un cas très connu d'utilisation de la photogrammétrie, c'est celui de la documentation des temples nubiens, donc, notamment celui d'Abou Simbel, vers donc le milieu des années 50. C'est l'IGN qui va mettre en place une campagne de relevé en urgence, puisque les temples allaient être engloutis lors de la construction du barrage d'Assouan. Et un autre exemple que vous connaissez très bien aussi, toujours réalisé par l'IGN, c'est celui des grottes de Lascaux, puisque pour réaliser le facsimilé de Lascaux 2, l'IGN a également fait un relevé photogrammétrique. Il était juste à 1/4 de centimètre près, tous les reliefs de l'intérieur de la grotte. Alors pourquoi la photogrammétrie nous intéresse en archéologie ? Eh bien, je vais vous donner la définition de l'École nationale des sciences géographiques. La photogrammétrie, c'est la technique permettant, à partir de photographies, d'étudier et de définir avec précision les formes, les dimensions et la position dans l'espace d'un phénomène quelconque. Donc je vais utiliser à chaque fois le terme photogrammétrie, mais bien sûr, vous l'aurez compris, je devrais dire à chaque fois photogrammétrie numérique, puisqu'on travaille bien sûr de nos jours à l'aide de photographies numériques. Donc une photographie, je ne vous apprends rien, c'est en 2 dimensions. Pour permettre l'acquisition de la 3 dimensions, il va nous falloir plusieurs photos. En utilisant la parallaxe obtenue entre les images acquises selon différents points de vue, que l'on va pouvoir faire l'acquisition de la 3 dimensions. Plusieurs méthodes peuvent être mises en œuvre. Et nous, celle qu'on utilise, c'est la correspondance d'images par corrélation dense. Ça paraît compliqué, mais vous allez très bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc, ça peut se pratiquer à l'aide de différents logiciels. Nous l'avons donc évoqué à travers ce bref historique. La photogrammétrie repose sur des principes très anciens. Donc l'histoire de la photogrammétrie, c'est très complexe. Et bien sûr, moi, je ne suis pas du tout capable d'expliquer exactement comment ça marche. Il y a une quinzaine d'années, c'était vraiment une technique qui était réservée à des ingénieurs spécialisés et très souvent utilisée uniquement pour des grands projets. Parce que les coûts étaient tellement élevés qu'il fallait des financements vraiment importants. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, la technique, elle s'est beaucoup démocratisée. Il existe des logiciels gratuits. Vous savez que même maintenant, les photos faites par téléphone portable sont d'excellente qualité. Et puis, on a aussi des ordinateurs beaucoup plus puissants. Donc, l'archéologie va utiliser cette technique de photogrammétrie numérique, car comme souvent en archéologie, on va adapter des techniques développées par d'autres domaines pour nos propres besoins. Alors, grâce à cette technique, on va pouvoir faire des modèles 3D de n'importe quelle chose, n'importe quelle échelle. Les grandes étapes vont toujours être les mêmes, que ce soit pour des objets de petite taille. Donc, vous avez en haut, à droite, une applique en bronze protohistorique qui fait à peu près 13 cm de haut, conservée au musée d'archéologie nationale et que vous pouvez aller voir sur leur site internet. En fait, il y a beaucoup d'institutions et de musées maintenant qui mettent en ligne leurs objets en 3 dimensions. À une échelle un peu plus grande, vous avez au centre une structure en cours de fouille, environ 2 mètres sur 2,60 m. Là, nous sommes sous le quadrilatère, dans le cadre d'une opération de diagnostic qui s'est déroulée l'an passé sous la direction de François Haze et d'ailleurs la fouille est en cours actuellement. Et à une échelle encore plus grande, il est possible de réaliser des modèles numériques de terrain, donc ce qu'on appelle MNT. Ici, pour vous faire voyager un peu, je vous présente un modèle numérique de terrain d'un chantier en Égypte, à Karnak. Chantier dirigé par Laurent Coulon et Cyril Georgi. Et ici, le modèle a été réalisé par Mathilde Ferrari. Et le but, c'était de montrer en fait le relief de la surface du terrain. Donc, vous avez en bleu les zones les plus hautes, les points culminants, et puis en rouge, les endroits les plus bas. Et vous voyez qu'en fait, il est possible de dresser, grâce à ça, les courbes de niveau. Donc les MNT, modèles numériques de terrain, peuvent couvrir des kilomètres carrés. Et maintenant, à une échelle encore plus grande, ce sont bien sûr les avions et puis les satellites qui prennent des clichés et
On utilise tous les jours maintenant des cartes modernes qui sont réalisées en partie à base de photogrammétrie. Dans le cadre de notre travail, la réalisation du modèle 3D, en fait, ça ne va pas être la fin du travail, c'est une étape. Le modèle, bien sûr, il permet de revenir sur l'objet, la structure ou le bâtiment. Après coup, lorsqu'on a des questions supplémentaires ou qu'on n'a pas eu le temps de prendre suffisamment d'informations, c'est aussi intéressant en termes de valorisation parce que c'est souvent très parlant pour le public. Mais nous, en définitive, en fait, on va utiliser la photogrammétrie simplement plus largement pour produire des ortho-images. Comme vous le savez, quand on prend une photographie, il y a une déformation. Et nous, grâce au modèle 3D, on va être capable de produire une image non déformée. Ce sera une image qui va être géométriquement juste et sur laquelle on va pouvoir prendre des mesures. Et donc, on va véritablement pouvoir s'appuyer sur ce support pour dessiner. L'intérêt principal pour nous, c'est le gain de temps. Et puis, sur le terrain, quand aussi on est dans des endroits un petit peu exigus ou avec peu de recul, des zones difficiles d'accès, c'est également pratique. Je vous propose de passer en revue les différentes étapes de la création d'un modèle 3D, puisque c'est à partir de ce modèle que nous pourrons exporter une ortho-image, donc une image sans déformation, qui pourra nous servir de support. Alors, on va prendre l'exemple du logis de Saint-Lazare, puisque c'était pour cette opération la première fois qu'on a décidé d'utiliser la photogrammétrie. Donc, c'était en 2017. Nous avions à l'époque réalisé un modèle 3D par façade parce qu'on n'avait pas les outils pour réaliser le modèle du bâtiment en entier, qui est un bâtiment très grand, donc 17 mètres de haut sur 34 mètres de long. Et donc la stratégie avait été de faire l'acquisition des données avant l'installation de l'échafaudage, justement de façon à ce qu'ensuite les observations soient réalisées lorsqu'on montait sur l'échafaudage et que les observations puissent se faire déjà avec les dessins réalisés préalablement. C'est un travail d'étude qui est en cours par ma collègue Laetitia à mes côtés aujourd'hui. Alors, la première chose à faire, la première étape, vous en doutez, ça va être de prendre les photos. Plus les photos sont nettes et plus les photos sont de bonne qualité, bien sûr, plus il y aura de données. Il y a plusieurs règles à respecter, dont les principales, il faut une luminosité assez constante et il faut que les photos se recouvrent bien. Et aussi qu'elles soient prises sous plusieurs angles, surtout lorsque l'objet ou le bâtiment présente un relief. Sur la photo de gauche, donc vous avez l'exemple de prise de vue qu'on va appeler terrestre, donc avec un appareil photo et avec une lumière artificielle qu'on maîtrise du coup assez facilement. Là, on est toujours sous le quadrilatère lors du diagnostic de l'an passé. Et à droite, vous avez des prises de vue effectuées par drone, avec 2 télépilotes de la ville, en haut Pascal Goffard et en bas Nicolas Sagnier. Donc là, vous avez l'exemple de prise de vue en plein air avec une lumière naturelle, donc il est plus difficile de maîtriser. Vous voyez d'ailleurs en haut, on voit un halo. Ensuite, une fois la prise de vue effectuée, en fait, à partir de ce moment-là, tout le travail va se faire avec le logiciel. Il en existe plusieurs, mais toutes les étapes globalement sont les mêmes, peu importe le logiciel utilisé. Donc on va importer les photos et puis le modèle ensuite va se créer grâce à 4 grandes étapes. La première étape, l'alignement des photos. Donc le logiciel va repérer en fait des points facilement remarquables entre les photos, on va dire des points homologues. Et grâce à cela, il va créer des points de liaison. Donc ce sont tous les points finalement que vous voyez qui dessinent déjà un petit peu la forme de l'objet qu'on a photographié, en l'occurrence de la façade. Grâce à ces points de liaison, en fait, il va estimer la position des photos, des images. Donc tous les rectangles bleus que vous voyez sont les photos qui ont été prises. Et le trait noir, c'est l'angle de vue de la photo. Donc vous distinguez les photos en partie basse qui ont été prises au niveau du sol, et puis les carrés en l'air qui correspondent bien sûr aux photos prises par drone. La deuxième étape, construire un nuage dense. Donc grâce à la première structure qu'on vient de voir, un nuage on va dire clairsemé,
Le logiciel va pouvoir replacer les pixels en fait, entre ces points de liaison. Et déjà, vous voyez qu'ici, on a un visuel qui correspond, qui est un peu plus précis et qu'on reconnaît vraiment facilement. Si on zoome un petit peu, vous voyez que c'est vraiment un nuage dense de points. Il y a pas d'autre, c'est vraiment du pointillisme. L'étape suivante, le maillage. Donc jusqu'à présent, on a simplement un nuage de points, mais on n'a pas de surface. Là, le but, c'est de créer une surface. Pour cela, le logiciel va en fait relier tous les points du nuage dense entre eux pour créer cette surface. Et à ce stade, on va zoomer un petit peu, on a une structure filaire formée de petits triangles, comme vous voyez en haut à droite. Et là, vous voyez aussi qu'on peut déjà distinguer facilement les volumes ici de l'ouverture. Dernière étape, création de la texture. Donc sur cette structure filaire que vous venez de voir, en fait, il va falloir appliquer dans les petits triangles des fragments de photos, tout simplement, pour essayer de recréer l'effet visuel. Une fois toutes ces étapes réalisées, on a ainsi un modèle final de cette façade du bâtiment. Donc ça, c'est le modèle que nous avions fait, le premier modèle que nous avions fait en 2017-2018, qui s'est avéré concluant et on a amélioré un peu plus depuis le mode de prise de vue. Là, ce sont des exports de ce modèle et vous voyez que l'on peut zoomer pour avoir vraiment des détails beaucoup plus précis, surtout sur des parties auxquelles on n'a pas vraiment accès lorsqu'on est au sol. Alors pour que le modèle soit conforme à la réalité de l'objet, il faut qu'il soit positionné dans l'espace parce que là, pour l'instant, le logiciel n'a aucun moyen de connaître la position de l'élément. Alors quand il s'agit d'un objet, c'est pas gênant, on peut l'orienter à la main, une statue ou que sais-je, c'est facile. Un bâtiment, pour nous, on sait forcément que le toit est en haut, mais le logiciel, il va pas forcément le savoir, il peut pas le déduire. Donc, il nous faut le positionner dans l'espace et lui attribuer, en fait, lui déterminer des coordonnées. Si vous avez remarqué dans certaines diapos que précédemment, il y avait des petits points avec des numéros, comme vous avez sur l'image en haut à gauche. Et donc ça, en fait, ce sont des repères ou des cibles que l'on positionne avant les photos sur le bâtiment et qui vont être relevées en topographie. Ces coordonnées vont ensuite être importées dans le logiciel et grâce à ça, le logiciel n'aura aucun mal à positionner dans l'espace le bâtiment. Si on n'a pas la possibilité d'avoir un topographe à disposition, un géomètre, il faut dans ces cas-là mettre une échelle graphique sur les photos, donc comme l'exemple que vous avez en bas à droite, donc là toujours au quadrilatère. Et c'est ensuite manuellement qu'on va on va indiquer au logiciel cette distance égale 50 cm par exemple. Dans tous les cas, on va être capable de prendre des mesures sur le modèle, des mesures qui vont être très précises, comme l'ouverture de cette baie, la largeur de l'ouverture ici, ou une mesure plus précise sur un bloc. Et seulement dans le cas où le modèle est géoréférencé, c'est l'image en bas à droite, on va pouvoir sélectionner n'importe quel pixel et pouvoir en fait avoir ses coordonnées précises en X, Y, Z, donc en longitude, latitude et altitude. On a vu donc les différentes étapes nécessaires à la création d'un modèle 3D et maintenant on va voir un exemple plus précis qui concerne notre sujet, donc l'étude des maisons à pans de bois. On va prendre l'exemple de l'ancien hôtel du Lion d'Or, situé rue Gambetta, donc qui a fait l'objet d'un diagnostic archéologique en 2018-2019 sous la direction de Sébastien Lefebvre. Il y a une série de corps de bâtiments que vous voyez qui présentent des pans de bois. Donc voici quelques vues de l'environnement et nous on va s'intéresser à la façade qui est à droite. Ici, le résumé des différentes étapes que nous avons vues précédemment pour réviser. Donc, tout en haut, l'alignement des photos, avec à droite le nuage clairsemé, donc le nuage qui est constitué des points de liaison. Ensuite, deuxième ligne, le nuage dense. Photo du milieu, on voit vraiment le nuage dense plus précisément avec les pans de bois qui commencent déjà à se dessiner. Ensuite, le maillage, donc la structure filaire en triangle. En bas, enfin, la texture et puis le modèle final.
Donc dans la partie précédente qui concernait l'exemple du logis, on s'était arrêté là. On a un modèle 3D. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce modèle ? Ce modèle va nous permettre de créer, de construire n'importe quelle image. Donc c'est là que ça nous intéresse particulièrement. Il est possible d'exporter n'importe quelle vue, une vue de haut, une vue de côté, une vue du dessous, tout ce qu'on veut. Une vue de haut, par exemple, pour un site, pour nous, ça peut correspondre à un plan. Donc ici, on a exporté l'image de cette façade. Donc vous avez dans la partie supérieure l'ortho-image, donc l'image rectifiée, sur laquelle il est possible de faire le relevé dessin. Bien sûr, j'insiste, c'est facile de dessiner sur une photo, mais c'est absolument nécessaire de retourner sur le terrain pour vérifier, parce que déjà, il peut y avoir des bugs dans le modèle en fonction de divers paramètres. Et de toute façon, il faut toujours avoir le nez sur l'objet d'étude pour vraiment comprendre. On va dessiner à partir de cette ortho-image la façade. On va dessiner tous les détails qui peuvent nous expliquer, nous raconter l'histoire du bâtiment. Et dessiner à partir d'une ortho-image, c'est aussi plus facile pour représenter par exemple toutes les altérations qui prennent beaucoup de temps si on veut les dessiner à la main. Donc le dessin brut en partie inférieure, c'est un dessin vectoriel qui va permettre ensuite n'importe quelle modification de forme, d'aspect, d'épaisseur de traits, tout ce qu'on veut. L'intérêt pour nous, c'est de mettre en évidence tel ou tel élément en fonction du discours que l'on veut faire. En haut, à nouveau, donc je vous ai remis le dessin brut. Et puis, vous voyez comment on peut décliner le dessin vectoriel. Donc, toujours, je n'ai rien fait de plus que le dessin brut du haut. Et ensuite, on décline suivant les éléments que l'on souhaite montrer. Donc, le premier dessin, on montre simplement les ouvertures actuelles en bleu. En dessous, à gauche, donc les pans de bois qui sont mis en évidence. En haut, à droite, on a rajouté les parties en briques qui étaient visibles et puis les éléments en pierre également. Et puis le dernier dessin en dessous, ce sont les poteaux en bois qui ont été mis en évidence. Et je pense que là, on voit que la lecture est complètement différente et c'est plus facile de réfléchir à l'organisation de la façade à partir du dessin plutôt que directement sur l'ortho-image. Une fois la documentation réalisée, il est aussi plus facile de réfléchir à grande échelle et de pouvoir comparer plus facilement les maisons les unes aux autres et aussi pouvoir comparer avec des exemples d'ailleurs. Là, je vous ai mis l'exemple du travail de Clément Alix qu'on a déjà évoqué lors de la précédente conférence et qui est une référence sur le sujet et dont je pense on va s'inspirer notamment pour les conventions dessin. Et puis vous voyez d'autres exemples d'Angleterre ou d'Allemagne sur lesquels des éléments étaient mis en évidence, comme par exemple les marques d'assemblage des charpentiers pour l'image en bas à droite. En guise de conclusion, je vous présente ce test de modèle 3D qu'on a effectué il y a très peu de temps pour débuter ce projet. On a effectué des prises de vue uniquement à la perche pour ce modèle. Donc c'est la maison paysanne dont on a déjà parlé qui a été reconstruite derrière la cathédrale par l'association Maisons Paysannes de France. Vous voyez que la photogrammétrie, c'est une très bonne méthode de relevé. Pour nous, en archéologie préventive, elle permet une intervention sur le terrain assez rapide et facile à mettre en œuvre lorsqu'on a déjà le matériel. Si vous vous souvenez, en introduction, nous avions dit qu'il y avait 3 modes de relevé, donc la photographie, la topographie et le relevé dessin. Donc vous voyez que la photogrammétrie va allier déjà les deux premiers sans problème, donc la photographie, la topographie, et ensuite elle permet très facilement le relevé dessin. C'est pourquoi c'est une technique qui est vraiment très intéressante pour nous. Elle a l'avantage de conserver un état de l'objet d'étude et de pouvoir aussi le partager. Comme tous les outils, bien sûr, il faut l'utiliser de manière raisonnée et logique, car, vous l'aurez compris, cela nécessite un temps certain. Alors, pas forcément sur le terrain, mais par contre, en traitement et en post-traitement, cela prend du temps. Et ça pose aussi la question de stockage de ces gros fichiers.
J'en profite d'avoir la parole pour remercier tous mes collègues du service archéologique de la ville, également plus largement les collègues d'autres services, que ce soit espace vert, éclairage, service technique, informatique. Parce qu'en fait, c'est vraiment un travail qu'on ne peut pas faire seul. Il y a l'investissement de beaucoup de personnes, que ce soit dans l'organisation, logistique, matériel, fouille, nettoyage, et aussi lors de la prise de vue, parce que parfois c'est un peu acrobatique. Je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Laetitia qui va vous parler de la façon de combiner les différentes méthodes d'analyse et d'études afin de permettre d'envisager des fourchettes de datation. Je ne sais pas si on prend les questions maintenant ou à la fin. Comme ça concerne votre relevé, est-ce que en même temps, parce que là on a vraiment un relevé de l'extérieur. Oui. Est-ce que vous avez fait simultanément un relevé photographique intérieur ? C'est une autre étape. Ce n'est pas comme un scanner qui permet de faire l'intérieur et l'extérieur. Parce que ça permet quelquefois de comprendre pourquoi certaines pièces ont un rôle notamment de structure qu'on ne voit pas forcément que Donc de l'extérieur. La prochaine étape, c'est de faire l'intérieur. D'accord. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres questions à ce stade. On va continuer alors. Donc je reprends la parole. Donc je vais vraiment m'attacher à vous présenter les caractéristiques et ce qui fait les éléments d'une maison, d'un bâtiment à pans de bois et à quoi ça va pouvoir nous servir, nous, pour pouvoir établir une chronologie et, comme je vous le disais, dans le but ultime étant une typochronologie, de pouvoir dater l'ensemble de ces maisons et de pouvoir vous dire que dans quelques années, tel type de maison est plutôt de cette période parce qu'elle a tel type de caractéristiques. J'ai remis la définition du pan de bois qu'on avait déjà présenté mardi pour que ce soit un petit peu clair pour tout le monde et puis pour les personnes qui n'étaient pas là à la conférence précédente. Donc un pan de bois est un ouvrage dont la structure est composée d'une ossature principale en charpente assemblée et qui reçoit un remplissage appelé ourdi, qui est en maçonnerie légère, que ce soit en torchis, en briques, en pierre ou en plâtre. La description générale d'un pan de bois se compose de pièces horizontales qu'on nomme les sablières et de pièces verticales qu'on appelle des poteaux et d'une ossature secondaire, à savoir les pièces de bois qui vont maintenir le ourdi. Le plan de bois le plus simple est celui qu'on appelle à grille, vous avez quelques exemples ici, qui nécessite peu d'assemblage et donc une quantité de bois moins importante que si on commence à y mettre un peu plus de décor et surtout un encorbellement. On a deux principaux types de maisons. La maison qu'on appelle la maison cage, qui est une maison dont les 4 côtés sont en pans de bois. Donc on peut supposer que la maison qui est ici au centre, située rue des Jacobins. Donc vous voyez qu'en fait son pignon et ce côté-là sont en pans de bois. On peut imaginer que les 2 autres côtés sont également en pans de bois. Et il y a également ce qu'on appelle la maison à façade écran, dont les murs latéraux en fait, qui correspondent aux pignons sont maçonnés et vont enserrer une façade en pans de bois. Généralement, ces murs latéraux servent aussi de pare-feu pour éviter la propagation lors d'incendie d'une maison. Ces murs permettent également une insertion plus aisée du conduit de cheminée. Il faut, pour l'instant, les premières observations sur Beauvais, mais qui sont vraiment des observations qui vont être amenées à évoluer. J'ai pour l'instant pas eu l'occasion de voir de ce type de maison à façade d'écran. On est plutôt sur de la maison cage. On observe également donc une mixité des matériaux, comme je le disais pour le ourdi, puisque celui-ci est en torchis, brique, pierre ou plâtre. On verra que sur Beauvais, il est souvent en torchis ou en brique. Mais c'est aussi également la présence d'un soubassement sur ces maisons qui vont permettre d'isoler le pan de bois. La structure bois repose rarement directement sur le sol et encore plus pour notre ville qui est largement humide. Et donc vous pouvez voir la première photo, un soubassement en pierre de taille. On a également des soubassements en briques, parfois qui allient briques et pierre de taille, car souvent en fait sous les poteaux verticaux vous avez ce qu'on appelle des ablots, qui sont ici, qui sont des blocs en fait sur lesquels va reposer le poteau.
Et sinon, vous avez dans d'autres cas ce qu'on appelle un mur bahut. Donc sur la photo qui est ici, rue de l'École du Champ, où c'est carrément le mur du niveau rez-de-chaussée qui est en pierre de taille, et il existe également des exemples où les murs sont en briques. Il y a également la question de la forme de la maison, savoir si celle-ci est plutôt pignon sur rue ou rive sur rue. Donc ici, vous avez d'un pignon sur rue, ici, rue des Jacobins, et de rive sur rue pour les autres exemples. On peut se poser la question pour Beauvais de savoir s'il y a une prédominance sur les pignons sur rue ou rive sur rue, parce que ça a été notamment observé dans d'autres régions, notamment des études qui ont été menées à Tours ou à Chartres ont montré une prédominance dans la ville des maisons à pignons sur rue. Dans ce que j'ai pu observer sur les maisons existantes de nos jours à Beauvais, on est plus souvent sur le cas de la rive sur rue. Mais quand on commence à observer, à reprendre la documentation ancienne, et notamment les maisons qui ont disparu lors des incendies de 1940, on peut remarquer que, si vous vous souvenez, les maisons qui étaient toujours un peu mises en valeur sur les photos anciennes étaient plutôt souvent à pignon sur rue, et notamment celles qui entourent la place, l'ancienne place de l'Hôtel de Ville, l'actuelle place Jeanne Hachette. Je pense notamment à la maison des Trois Piliers ou à la maison qui était située rue de la Manufacture, la maison aux faïences. Donc on pourrait, ça fera partie des questions qu'on va se poser. Est-ce qu'il y a une prédominance de l'une sur l'autre? Est-ce que en fait on a autant de maisons à rive-sur-rue qu'à pignon-sur-rue? Est-ce qu'il y a une localisation pour les maisons plutôt à pignon-sur-rue, comme par exemple des rues commerçantes ou des places comme la place centrale, où il faut, comme dit l'expression, avoir pignon-sur-rue, qui a sans doute, qui prend alors à ce moment-là son sens. Donc voilà, une des questions auxquelles on s'attachera à répondre bien plus tard. Les éléments qu'on va regarder également, c'est la présence ou l'absence d'un encorbellement. Souvent, on a tendance à penser que l'encorbellement qui est plus général en zone urbaine qu'en zone rurale, même si on sait que par des exemples, il existe des maisons à encorbellement en zone rurale. L'encorbellement est plutôt lié à l'étroitesse des parcelles et des rues en ville, où les propriétaires cherchent à gagner un peu d'espace. La problématique est un peu différente en zone rurale, où on aura plutôt tendance à vouloir accentuer une partie de la maison sans avoir forcément un besoin d'espace supplémentaire. On regardera également si ces maisons possèdent des caves. Je reviendrai sur des exemples et la question des caves un petit peu plus tard. Donc est-ce que tous ces éléments peuvent nous aider à estimer la date de mise en œuvre de ces maisons? Peut-être ou pas. Je ne répondrai pas vraiment à cette question aujourd'hui, mais en tout cas je vais donner les pistes de réflexion sur lesquelles on s'est plutôt positionné, et ça m'amènera pour terminer sur une méthode qui va nous permettre évidemment de dater ces maisons de manière absolue. Alors dans un premier temps, au niveau de l'ossature principale, la problématique le questionnement autour des bois courts et des bois longs. Je vous ai mis les définitions. Un bois court est dit d'une pièce verticale principale de la hauteur d'un niveau d'habitation, tandis qu'un bois long, c'est également une pièce verticale principale, mais qui monte sur plusieurs niveaux. La technique du bois court va avoir tendance à favoriser la réalisation d'encorbellement, là où le bois long va traverser toute la façade et sera plus difficile en fait de mettre en place encorbellement, bien que la typologie et la question de ces terminologies en fait reste quand même à déterminer pour nous. On imagine bien ici sur la première photo, et j'y arrive. Ici, alors je ne peux pas vous l'assurer, parce que là c'est vraiment sur la photo, c'est plus pour vous montrer le principe que vous certifiez qu'ici c'est un bois long. J'en ai même, je suis pas sûre du tout, mais le principe du bois long, ce serait qu'en fait il partirait du soubassement pierre, donc ici pierre et brique, et il monte de fond jusqu'à l'étage, jusqu'à la toiture.
Alors que ici, pour le bois court, vous voyez que ces bois s'arrêtent au premier niveau, puisqu'après on a un encorbellement avec un poteau. Par contre, lui qu'on pourrait considérer comme étant un bois long, si on considère qu'en fait il traverse l'étage de comble. Donc d'autres éléments, d'autres indices qu'on peut regarder, c'est également la section des bois, en sachant que traditionnellement, on présuppose que les sections importantes de bois supposent une ancienneté de mise en œuvre, là où des sections un peu plus homogènes et un peu plus petites ont tendance à laisser penser à des transformations, notamment des adaptations et des techniques un peu plus modernes. On peut regarder également l'espacement des poteaux qui va avoir peut-être tendance à se resserrer au fil du temps ou les modes d'assemblage. On va également s'attacher à regarder l'ossature secondaire donc qui participe donc de toute l'ossature qui va maintenir le ourdi. Je vous ai mis ici le dessin qui est issu du glossaire de la construction en pan de bois réalisé par ouvrage mené par Clément Alix et Frédéric Epo, publié en 2013, où ils ont répertorié les principales ossatures secondaires. Donc l'ossature à grille, je vous disais la plus simple, l'ossature à croix de Saint-André, à chevron et à losange. Donc l'ossature à grille est une ossature la plus simple et qu'on rencontre assez fréquemment sur Beauvais. Et après, effectivement, les croix de Saint-André commencent à intégrer certaines façades, notamment donc ici sur cette maison de la rue du Faubourg Saint-Jacques, où vous voyez plusieurs croix de Saint-André. Et un autre motif qui est ici, que vous verrez, on retrouve également de manière assez récurrente sur plusieurs bâtiments, qui est un principe qui part du principe du losange, en fait. On va y revenir. La croix de Saint-André est un motif géométrique qui est donc le plus fréquent sur l'ensemble des maisons en pan de bois. Sur l'ensemble de la France, on retrouve quasiment systématiquement ce motif. Par exemple, lors des études menées par Clément Alix sur des maisons à Orléans, ils ont ainsi pu déterminer que la largeur du panneau qui tient dans lequel s'insère la croix de Saint-André va aller en se réduisant entre la fin du XIVe siècle et la deuxième moitié du XVIe siècle. Donc nous, on n'en est pas encore à ces conclusions, mais en tout cas, ça nous donne des pistes de réflexion. Est-ce que effectivement les croix de Saint-André vont avoir tendance à changer de physionomie sur Beauvais ou pas du tout, et auquel cas ça ne nous servira pas en tout cas pour émettre des suppositions d'ancienneté ou de côté plus récent pour ces maisons. Donc ensuite, on a notamment le panneau à losange ou à carré qui est, surtout le panneau à losange est considéré comme l'ossature la plus technique et également la plus coûteuse en bois, puisqu'elle multiplie les réseaux les assemblages, pardon. Donc je vous ai remis l'exemple ici du motif à losange. Vous avez ici la maison qui se situe rue de Saint-Just-des-Marais, qui offre une physionomie assez intéressante, qui allie plusieurs. Donc on retrouve l'ossature à grille avec les poteaux verticaux, et également donc ce fameux motif. Et ici un panneau de réseau à carré, dans lequel, je ne sais pas si vous devinez ici, on avait des carrés, mais aussi des dessins de polylobes, de quadrilobes sans doute, qui ont été masqués par l'enduit, par le torchis. Et donc ce motif que je vous ai agrandi ici, qui est là le détail d'une maison rue de la Préfecture, qui est située très très loin de la rue de Saint-Just-des-Marais. Et donc un motif assez complexe et assez intéressant, que j'ai pour l'instant pas vu dans d'autres articles que j'ai pu consulter sur d'autres régions, mais sans doute qu'il existe ailleurs. En tout cas, sa base en fait est une croix de Saint-André. Et plutôt que de faire un réseau de losanges, les artisans, les charpentiers ont préféré couper, ou en tout cas ne pas mettre de bois, mais pour autant multiplient toujours les assemblages, puisque à chaque intersection, il y a un assemblage au moins soit à cheville, soit à tenon et mortaise. D'autres exemples de décors.
ici sur la maison rue de la Madeleine et sur une maison rue de Buzenval. Donc on retrouve le principe du panneau à losange avec des quadrilobes. Et ici en plus, chose assez rare parce qu'on ne les voit pas souvent, c'est le motif du chevron. Et toujours ce même motif qu'on retrouve ici. Alors je reviens, pour ceux qui étaient là mardi, je remets un petit peu l'ourdi en briques pour revenir sur cette problématique justement de la datation de l'ourdi en briques qu'on a tendance à vouloir dater plutôt du courant du 19e siècle où l'usage de la brique se développe énormément, en tout cas dans nos régions, mais effectivement, l'utilisation de la brique remonte au XVIe siècle à Beauvais. Je vous ai remis, alors pour changer, j'ai mis un exemple de la rue des Jacobins, donc un grand bâtiment avec un ourdi brique, sans doute restauré il y a quelques années. Et je vous ai mis l'exemple de la rue Saint-Pantaléon, donc une photographie que je vous avais déjà présentée d'Henri Le Sec qui date de 1851 et qui est assez intéressante parce que quand on zoome, en fait, on se rend compte, je ne sais pas si vous voyez, mais que sous un espèce de badigeon blanc, en fait, se cachent des briques. Et donc on peut supposer peut-être que dès l'origine de la construction de la maison, que je ne date pas pour l'instant, l'ourdi était déjà en briques. Je vous ai remis la maison aux faïences, rue de la Manufacture, où on a également la description qu'en font les auteurs qui ont connu cette maison et qui nous parlent de briques rouges, jaunes ou vertes. Et pour comparaison, je vous ai mis la maison ici, la maison du Pont d'Amour, située aux angles des rues Bourgard et de la Frette, dont on sait en fait qu'elle est construite en 1562. Et alors ça se voit pas forcément sur la photographie de cette carte postale, mais le premier étage est à la fois en briques et pierre. Alors il est principalement en briques sur la rue de la Frette et plutôt en pierre sur la rue Bourgard, mais une alliance des deux matériaux pour faire un effet qui est assez prisé après dans le courant du XVIIe siècle. Alors la présence de l'encorbellement ou pas, on a eu tendance en tout cas à penser que l'encorbellement était plutôt réservé pour des maisons un peu plus anciennes, qu'au fil du temps en fait on va avoir tendance à simplifier les pans de bois et à supprimer les encorbellements, à faire des façades verticale, ce qui a priori maintenant au fil des études qui se font s'avère plutôt faux. Là je vous ai juste mis pour information les types d'encorbellement que j'ai pu rencontrer sur Beauvais, sur le centre-ville. Je ne vais pas m'attarder sur la description des encorbellements parce que je ne suis pas encore au fait vraiment de la technicité de cette mise en place et de ce mode d'assemblage. Juste vous montrer qu'il y a quand même déjà, même quand on n'est pas spécialiste, qu'il y a quand même des différences entre ces deux maisons. Donc la maison qu'on date, donc la maison du 15e, dont Anna vous a montré le modèle qu'on a pu réaliser récemment, avec cette maison qui est située en bas de la rue où on se trouve, du Boss et Jules Ferry, qui présente des similitudes. On y reviendra pour un autre élément. Des encorbellements. Donc la maison Rodin, c'est la maison qui se situe à l'angle de la rue du Tournebroche et de l'école du Champ. Tout comme cette maison se situe un petit peu plus bas dans la rue de l'école du Champ. Et ici, une maison rue du 27 juin. Il faut savoir que dans d'autres régions, l'encorbellement a pu permettre de servir d'indice quant à l'ancienneté de la maison étudiée. Et notamment en région centre, ils ont pu montrer une évolution technologique, sachant que l'encorbellement le plus simple est celui qui consiste à prolonger en façade les solives qui supportent le plancher des niveaux supérieurs. Et dans ces cas-là, on parle d'un encorbellement sur solives débordantes. Et qu'on va évoluer en fait vers un encorbellement sur console porté par des aisseliers, puis par un système d'entretoises qui va cacher la saillie des pièces de bois. Pour les entretoises, ce sont les pièces de bois qui sont ici, donc entre deux abouts de poutre, et qui sont généralement, enfin en tout cas dans certains cas, assez richement décorées. Vous avez un détail en dessous.
rue du 27 juin, cette maison. Donc vous voyez en fait la mouluration ici qu'on devine, avec cette tête sans doute d'un griffon. Et ces deux visages accolés qui ont été pas mal mutilés, mais qu'on reconnaît encore sur la boue de poutre. Donc là, je vous ai mis différents autres décors parce qu'en fait, les entretoises, les poteaux, les abouts de poutre ou les consoles vont servir pour mettre un riche décor, sans doute à partir de la Renaissance, mais déjà au Moyen-Âge. Donc, je vous ai mis la rue du Tournebroche, donc c'est la maison Rodin, ici avec son médaillon et son réseau de feuillage. Je vous ai remis également un détail de la maison aux faïences avec ses visages grimaçants et ses personnages sur les consoles. Et ce petit détail conservé de nos jours rue des Jacobins, d'une trace d'une maison ancienne qui a sans doute disparu aujourd'hui, donc avec un réseau de feuillage qui rappelle cette maison rue Guy Patin. On voit donc en fait ici vous aviez un visage, peut-être que sur la partie qui est ici il y avait la même chose. Pour finir avec les décors, notamment ici la maison rue de la Madeleine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on retrouve nos croix de Saint-André et nos décors à losanges, mais c'est surtout que sur cette maison il y a un riche décor au niveau des fenêtres, avec notamment des pilastres cannelés à chapiteaux corinthiens, des décors de têtes un petit peu mythologiques, et des médaillons, des rinceaux. Il faut voir, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait même sur les petites les éléments horizontaux, tout est décoré, tout est taillé. Et en fait, ça rappelle ce dessin de l'hôtellerie de l'Épée Royale qui était située rue Saint-Laurent, où on retrouve le même type de décoration, donc une maison que les auteurs anciens dataient du XVIe siècle, et qui pourrait très bien correspondre avec ces fûts de pilastres cannelés qu'on retrouve sur la maison de la rue de la Frette, rue Bourgard, donc des pilastres à chapiteaux ioniques. Et je vous remets le portail de la rue Guy Patin, où on avait donc la console décorée de feuillage. On retrouve une riche décoration sur les montants de portes. Je reviens sur ces deux maisons qui sont sans doute les maisons les plus anciennes conservées de nos jours sur Beauvais, donc notamment la maison du XVe siècle, dont vous a déjà présenté un petit peu Anna le modèle. Cette maison donc, qui était située avant rue Jean-Baptiste Oudry et qui a été entièrement démontée au début des années 90 pour la sauver d'une destruction certaine, par l'intermédiaire de l'action de Maisons Paysannes de France, pour pouvoir la sauver, la restituer et la remonter entièrement selon les traditions, selon les techniques traditionnelles, pardon. Et ils ont notamment pu observer l'ensemble des assemblages et notamment un point de détail qui n'en est peut-être pas un de détail d'ailleurs. Au niveau des fenêtres, sur la position en fait des volets et comment ont été aménagés les volets pour fermer les baies. Vous voyez ici en fait une feuillure qui permettait d'insérer, d'ailleurs ils ont inséré un volet coulissant qui coulisse de bas en haut. Et vous voyez en fait que sur cette maison en bas de la rue de l'Abbé du Boss, on retrouve sur ces petites fenêtres très étroites qui prennent vraiment que la largeur de 2 poteaux verticaux. On retrouve, je ne sais pas si vous le distinguez bien sur la photo, mais en fait on retrouve cette feuillure, peut-être donc pour insérer un volet. Ce dispositif est connu pour le Moyen-Âge, effectivement, et il se retrouve aussi dans l'imagerie, comme l'a signalé dans son ouvrage Florence Journeau sur la maison urbaine au Moyen-Âge. J'en arrive à ma problématique des caves sur Beauvais. C'est plus donc un questionnement que nous avons sur la présence de ces caves et de savoir si potentiellement elles peuvent nous aider pour dater la maison qui est au-dessus, sachant que différents cas de figure peuvent se présenter. Je vous ai mis 3 cas.
donc la maison Rodin, sous laquelle se trouve en fait une cave qui, par ses caractéristiques, est datable des 13e, 14e siècles, mais toutefois la maison qui se trouve au-dessus, pour la plus ancienne, daterait du courant du 16e siècle. Donc cette cave nous permet de supposer un bâtiment qui a précédé la maison à pans de bois. Par contre, ne nous dit pas si ce bâtiment était également à pans de bois. Mais en tout cas montre l'ancienneté de la surface bâtie à ce niveau. Par contre, vous avez la cave de la maison Plouchard, cave célèbre notamment parce que ces 4 piliers sont actuellement conservés dans les jardins du musée départemental et grâce à la riche collection photographique de notre collègue Pascal Benouette, tonnelier, nous avons pu retrouver l'emplacement de cette maison, puisque pour l'instant on savait que c'était une maison de la place, Jeanne Hachette, et donc en fait c'est cette maison-ci qui est au centre. Voilà, donc une maison à pan de bois dont le pan de bois est masqué a priori par un enduit et surtout par une riche décoration liée à son usage de commerce, mais une maison arrive sur rue avec un haut pignon, 3 niveaux d'encorbellement. Et donc cette cave est également datée par ses caractéristiques plutôt du XVIe siècle et pourrait par contre nous indiquer une maison reconstruite ou construite à partir de cette époque. Elle en a les caractéristiques. Et enfin, je vous ai mis le cas de l'hôtel du Lion d'Or dont vous a parlé Anna tout à l'heure, opération suivie par notre collègue donc Sébastien Lefebvre, qui a effectué plusieurs sondages préalablement à la réhabilitation de cet espace en logement. Donc vous avez également une cave qui se situe plutôt du côté rue, donc hôtel du Lion d'Or côté située rue Gambetta, une cave en anse de panier qui est typique des caves du XVIIe siècle qu'on retrouve à Beauvais et qui donc pourrait témoigner d'un aménagement des bâtiments qui la surplombent de cette époque. Alors je finis sur les caractéristiques générales, un peu comme mardi, sur des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments d'habitation privée, mais d'autres types de bâtiments comme le bureau des pauvres, la passementerie ou ce projet de bâtiment pour la manufacture qui se trouve dans la collection Buquet au couteau, qui date de 1742, qui est intéressant malgré tout parce qu'on retrouve un peu des caractéristiques qu'on a évoquées, donc l'utilisation de la grille, de la croix de Saint-André. Alors normalement, il y a aussi le motif qu'on retrouve en interpanneau ici, donc ce fameux motif qui part d'une base de croix de Saint-André et qui se complexifie, un soubassement en briques. Donc voilà, je ne sais pas si ce bâtiment avait été construit ou pas, mais en tout cas, on retrouve des caractéristiques qu'on observe encore. Vous voyez dans le bureau des pauvres, donc ça c'est la façade intérieure, donc un bâtiment sans doute daté de la fin en tout cas de la deuxième moitié du XVIIe siècle, puisque le bureau des pauvres s'installe à cet endroit à partir des années 1650, dans des bâtiments qui préexistent, mais on suppose peut-être aussi à partir du moment où les lettres patentes délivrées par Louis XIV en 1658 l'officialisent vraiment. Peut-être qu'il décide de reconstruire plusieurs bâtiments, et dont celui-ci, qui fait l'angle des rues de Gesvres et de 27 juin. Et donc on retrouve notre motif. Et par contre, l'ancienne passementerie, qui est construite au début du 19e siècle, où là on retrouve un motif à grille très simple. On n'a plus du tout de d'ossature secondaire un petit peu compliquée, pas de motif, pas de croix de Saint-André, on est vraiment sur une grille toute simple, qui peut-être pourrait être un indice dans la standardisation. Dans certaines études, il est parlé de standardisation du pan de bois sur des périodes plus récentes. Tout ça ne nous permet pas de dater de manière certaine les maisons que nous avons encore sous les yeux, et que la seule méthode à l'heure actuelle qui peut nous donner une datation absolue pour ces maisons, c'est la technique de la dendrochronologie. Je ne suis pas dendrochronologue et personne au service archéologique n'est dendrochronologue.
Mais par contre, on a déjà mené plusieurs campagnes d'échantillonnage de dendrochronologie et sur Beauvais. Pour vous présenter cette méthode, je me suis inspirée du petit guide de dendrochronologie à l'usage des archéologues, édité par le laboratoire, le bureau d'études Dendrotech, qui est disponible en ligne, ainsi que d'un article issu du 4e séminaire scientifique et technique de l'INRAP, qui date de 2020. Alors, qu'est-ce que la dendrochronologie ? C'est une méthode de datation basée sur l'étude de la variation des largeurs de cernes de croissance des arbres. Donc, cette méthode a été mise au point par un Américain, Andrew Ellicott Douglas, au début du XXe siècle. Elle arrive en Europe, cette méthode, dans les années 60 et va véritablement se développer à partir des années 80 avec la découverte en Europe de nombreux sites lacustres en Allemagne, en Suisse, en Italie ou en France qui vont évidemment livrer un corpus important de bois. Rapidement, ce procédé sera également employé pour des bois issus de fouilles sédimentaires ou pour des études de bâti. Donc, chaque année, entre mars et octobre, l'arbre fabrique sous son écorce un anneau de croissance qu'on appelle le cerne. Et en comptant ces cernes sur la tranche d'un arbre abattu, on peut déterminer l'âge de celui-ci. Ce procédé permet ainsi d'obtenir une datation absolue, parfois précise à l'année ou à la saison près, c'est-à-dire printemps-été ou automne-hiver. La largeur des cernes varie chaque année en fonction des conditions environnementales. Un cerne large correspond à une bonne année. Un cerne étroit va répondre à un stress climatique subi par l'arbre, que ce soit une sécheresse ou une inondation. L'échantillonnage et notamment également quel est le matériel qui est concerné par cette méthode. Donc tout type de bois présentant différentes conservations. Notamment donc les bois secs, qui sont les bois de charpente, menuiserie ou même éléments mobiliers, puisqu'on peut faire de la dendrochronologie sur un meuble ou un objet d'art. Sur des bois gorgés d'eau, donc des bois retrouvés en milieu humide, soit totalement immergés, soit dans des sols argileux. Des bois en fait qui sont mis au jour soit dans des fouilles subaquatiques ou sédimentaires, mais dont le substrat est assez argileux. Je vous ai mis en fait comme exemple pour les bois gorgés d'eau les pieux que nous avions mis au jour lors de la fouille de la place du Jeu de Paume, lesquels ont été datés par dendrochronologie pour un abattage des bois entre l'automne-hiver 1544-1545 et le printemps 1545. Ce qui, croisé aux données que nous avions dans les sources, colle parfaitement, puisque entre 1540 et 1545 est mise en place la modification et la nouvelle construction de la nouvelle porte de Bresle et de son pont. Et que ces pieux correspondent sans doute à des éléments d'échafaudage pour la construction du pont. Je vous ai mis également un exemple de bois sec, la charpente du logis de la maladrerie Saint-Lazare, où également une campagne de dendrochronologie a été effectuée et qui a permis de dater l'abattage des bois à l'automne-hiver 1270-1271. Depuis quelques années, de nouvelles techniques permettent également de pouvoir dater des bois carbonisés ou fossilisés, et on utilise également cette technique sur des bois vivants, puisque ça permet de réaliser des chronologies de référence à partir d'une année connue, qui correspond donc à celle du prélèvement et qui permet de remonter le temps. Donc dans le meilleur des cas, il faut entre 10 et 15 échantillons par phase chronologique. On va adapter la stratégie de prélèvement selon qu'il s'agisse d'une étude de bâti ou d'une fouille sédimentaire. Par exemple, dans le cas des bois de la place du Jeu de Paume, on a pu faire des sections de ces bois d'environ 5 cm, donc à la tronçonneuse, comme vous le voyez sur la photo en bas à droite. Et dans le cas d'une charpente ou de bois, donc pour le cas qui nous occupe de maisons à pans de bois, ce sera réalisé à l'aide d'une tarière qu'on va positionner sur une perceuse, et on va donc faire un trou dans le bois. Ce trou sera rebouché par la suite à l'aide d'une cheville de bois qui va complètement, qu'on ne verra plus. Et bien sûr, ce prélèvement n'a aucune incidence mécanique sur la pièce de bois. Donc par la suite, en laboratoire, les échantillons vont être préparés,
Puis les largeurs de cerne sont mesurées à l'aide d'un matériel optique et informatique spécifique au centième de millimètre. On obtient alors des graphiques, donc des courbes de croissance, qui seront ensuite comparées aux chronologies de référence. Donc, les référentiels sont réalisés pour une région climatique donnée et permettent de dater de nouvelles séries d'androchronologiques et assemblés de proche en proche. On peut remonter loin dans le temps et couvrir de larges zones géographiques, comme c'est le cas pour le référentiel, qui regroupe plusieurs centaines de séries de chênes sur le centre et le nord de la France. Les chronologies de référence vont s'étoffer au fur et à mesure, en fait, puisque chaque nouveau lot de bois qui sera corrélé va intégrer le référentiel. Il faut savoir qu'il y a des lacunes et que la constitution de ces chronologies sont liées aux études et aux découvertes de bois qui sont répartis de manière inégale sur l'ensemble du territoire français et que, par exemple, l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge sont encore peu représentés du fait du manque de découverte et de conservation des bois qui pourraient dater de ces périodes. Donc en France, le chêne est très bien représenté puisque largement disponible sur le territoire et amplement exploité chez nous. Il existe aussi des chronologies de référence pour le hêtre, le châtaignier et également pour les conifères comme le sapin, le mélèze, les pins ou l'épicéa, pour les espaces montagnards comme Jura, Massif central, Alpes et Pyrénées. D'après l'article que j'ai pu consulter, il faut savoir qu'en 2019, environ plusieurs milliers de bois étaient analysés chaque année au sein des laboratoires. Donc il y a des laboratoires publics de recherche au nombre de 7 ou des bureaux d'études au nombre de 8, dont fait partie Dendrotech, dont je vous ai mis la référence. Les échantillons proviennent majoritairement de chantiers de restauration du patrimoine et en deuxième temps de chantiers d'archéologie préventive. Alors, que signifie une datation dendrochronologique ? Ça signifie tout d'abord la date de la mort de l'arbre, bien évidemment, puisque celui-ci est abattu dans le but de l'utiliser. Pour dater précisément une structure, il est essentiel que l'aubier ou le cambium soit conservé. L'aubier est donc la partie vivante de l'arbre dans laquelle la sève circule. Généralement, elle est de teinte plus claire pour le chêne ou le châtaignier. Le cambium est, lui, le lieu de création du cerne entre l'aubier et l'écorce. Donc, si ces éléments sont conservés, nous pouvons avoir une précision, donc, comme je vous le disais, à l'année, voire à la saison près. C'est-à-dire qu'au printemps, on sait que le cerne est en cours de formation. À l'automne, celui-ci est complètement formé. Donc, selon les observations qui seront faites sur la section de bois échantillonné, on pourra dire effectivement si l'arbre a été abattu plutôt au printemps-été ou plutôt à l'automne-hiver. Alors, évidemment, la question se pose des bois quand ceux-ci sont équarris ou débités. Donc, c'est le dessin qui est au centre où on voit qu'il ne reste pas forcément tout ou partie de l'aubier ou carrément du dernier cerne. Les techniques et les références des différentes études à l'heure actuelle permettent de proposer, quand il reste des petits morceaux d'aubier, de pouvoir proposer une fourchette de datation pour l'abattage d'un arbre à plus ou moins une trentaine d'années. Par contre, effectivement, si l'aubier est totalement absent, seul un terminus post-quem pourra être proposé, c'est-à-dire la date avant laquelle un fait n'a pas pu se produire. Enfin, la datation dendrochronologique date la mise en œuvre du bois, puisque depuis plusieurs années maintenant, il est acquis que les bois ne sont pas ou très peu séchés après leur abattage. Il a été en effet prouvé que l'emploi d'un bois vert se travaille plus facilement. Les assemblages sèchent et se déforment ensemble, renforçant la cohésion de la structure. En séchant, les bois présentant à l'origine des surfaces planes vont prendre une forme convexe et des fentes de séchage vont apparaître. L'exemple que je vous ai mis ici sur la charpente de la grange de la Maladrerie Saint-Lazare, étudiée par Frédéric Epault il y a quelques années, où il avait pu repérer effectivement ce type de fente de séchage qui a coupé en deux la marque d'assemblage sur un des éléments de la charpente. C'est donc la répétition d'une même date d'abattage pour un même ensemble d'échantillons qui suggère une mise en œuvre immédiate, alors qu'un étalement des datations indiquerait plutôt le recours à un stock de bois. Donc il faudra bien sûr
toute cette datation ne peut avoir lieu qu'une fois qu'on a phasé en fait notre objet d'étude. On ne peut pas se dire tiens, j'ai une façade à pans de bois ou j'ai une charpente, je vais faire des échantillonnages un peu partout et j'aurai la datation précise de la mise en œuvre de ma charpente ou de ma maison. Alors pour une charpente qui sont un petit peu moins où les pièces sont un peu moins changées, mais quand même on peut au fil des années et des siècles faire des travaux de restauration. C'est encore plus vrai pour des maisons à pans de bois et des façades à pans de bois. Donc en guise de conclusion, quelques petits exemples qui montrent la complexité aussi des études des maisons à pans de bois et l'importance du phasage et de l'étude précise qu'on doit en faire avant même de penser à faire une analyse dendrochronologique. Je vous ai mis une maison rue Marcadet. Alors, pardon. La rue Marcadet, comme c'est pas une rue qui est la plus qu'on connaît le plus, elle se situe à l'arrière de l'antenne de l'université. Donc si vous situez à peu près l'antenne universitaire, elle est à l'arrière, elle est perpendiculaire, si je ne me trompe pas, à la rue des Jacobins. Donc petite rue dans laquelle se cachent quelques maisons à pans de bois assez sympathiques. Et cette maison, donc, qui a le mérite d'être plutôt bien entretenue, mais pour lequel en regardant la façade, on peut s'apercevoir que plusieurs pièces ne sont sans doute pas d'origine. Alors je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, mais ici il y a des mortaises en fait sur ces deux éléments, des mortaises en fait vides et plusieurs éléments ici aussi. Vous voyez qu'il y a des manques dans les bois. En fait, ce sont des mortaises qui attendent leur tenon. Rien que de regarder cette façade, en fait, on se rend compte que plusieurs de ces pièces de bois qui refont la façade sont en fait issues sans doute soit d'une ancienne charpente, soit d'éléments de cloisonnement, et que peut-être le propriétaire a récupéré une maison dans un état pas forcément très bon, et qu'il a dû changer de nombreux bois et qu'il a pu bénéficier peut-être de bois existants dans la maison ou autour, ou provenant d'une autre maison. Ce qui, là, c'est visible. Donc on sait que si on voulait dater ces bois-là, on ne daterait pas la maison, mais la date d'abattage de ces bois qui pourrait très bien être largement antérieure à la mise en œuvre de cette maison. Et la plupart du temps, c'est pas forcément visible. Je vous ai mis 2 maisons rue du 27 juin. Donc la photo en bas, donc ici, est une œuvre assez bluffante parce qu'en fait, son propriétaire a acquis donc une maison rue du 27 juin il y a bien des années, en fait la restauration avec les techniques traditionnelles. Ce qu'il souhaite faire, c'est vraiment restaurer sa maison selon les techniques traditionnelles picardes, et il fait un travail assez remarquable de restauration traditionnelle, mais il est aussi capable de recréer un pan de bois de bout en bout, puisque en fait cette partie qu'on voit en fond de cour n'existait pas, en tout cas quand il a acheté la maison. Et il l'a recréé de toutes pièces en s'inspirant des modèles. Et c'est, pour l'avoir visité avec mes collègues, assez bluffant. Et c'est très beau, mais c'est un peu piégeux quand vous êtes archéologue et que vous souhaitez étudier cette maison. Si vous avez un échange avec le propriétaire, c'est parfait, parce qu'il va vous dire non, là en fait ça je l'ai recréé, ça c'est des pièces de bois que j'ai récupérées d'une vieille charpente. Ah non, ça c'est bien les bois qui étaient d'origine. Donc c'est génial parce que quand vous étudiez la maison, vous avez la personne avec vous, donc vous savez quels éléments ont été changés ou pas, mais c'est pas toujours le cas d'avoir la personne, parce que la restauration peut être bien plus ancienne que celle-ci, et on n'a pas forcément les personnes sous la main pour nous dire mais ça en fait c'est pas du tout du vieux, c'est du neuf, parce que des fois on utilise des bois anciens pour justement pas qu'il y ait une trop grande différence, ce qui se comprend sur la façade, où on voit des bois tout neufs à côté de bois qui peuvent dater du XVIe ou du XVIIe siècle. Je vous ai mis cet exemple de la rue du 27 juin qui pour moi était assez bluffant.
ça m'interroge un petit peu. Cette maison, en fait, a été photographiée par Joachim Klein-Bardaggi dans les années 70-80. En fait, il devait passer dans la rue et vous voyez ici que les volets, les montants étaient blancs. Et quand il est passé, les propriétaires étaient en train de reprendre les volets en rouge. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Il en a profité pour faire des photos des décors. Donc vous voyez comme ici, les abouts de poutre et les consoles. Vous en profitez pour voir qu'en fait, en haut, la façade est enduite. Peut-être un enduit ciment, malheureusement, ou pas, parce qu'a priori, les bois ont plutôt bien vécu, mais avec un décor, on a quand même décidé de repeindre par-dessus un décor de pans de bois, quand même, pour rappeler que cette maison est bien une maison à pans de bois. Les photos qui sont à côté, bien sûr, ce sont celles que j'ai refaites le mois dernier. Et donc, vous pouvez constater que c'est au même endroit, hein, c'est ici, voilà. Donc vous êtes passé d'un personnage d'un monsieur barbu grimaçant à un monsieur tout joufflu qui n'a plus rien à voir avec celui-ci. Alors il en a profité, alors je suppose que le propriétaire a dû changer entre-temps, hein. Il en a profité pour décrépir la partie supérieure de sa maison, tant mieux. On retrouve un pan de bois qui n'a absolument rien à voir avec celui qui était peint, qui pourtant rappelle les décors qu'on a pu voir, mais qui en fait n'existe pas sur ce côté de rue, de la rue du 27 juin. Là, effectivement, on est plus sur de la grille qu'on retrouve sur les maisons voisines. Et pour ceux qui connaissent cette maison, ou si vous avez l'occasion d'aller rue du 27 juin, parce que là, on ne le voit pas forcément sur la photo, mais en plus, ce monsieur, qui, par son voisin... je sais qu'en fait ce monsieur est un artisan du bois. Alors je ne sais pas si c'est son métier, mais en tout cas c'est sa passion. Et donc il a recréé des décors sur tous les poteaux verticaux. Vous avez des statuettes qui décorent la partie supérieure et qui n'ont rien à voir avec la décoration d'origine de cette maison. Alors c'est pas du tout un reproche, c'est juste une constatation que l'étude des maisons à pans de bois, c'est pas aussi facile que ça pourrait en avoir l'air, que beaucoup de choses peuvent bouger, changer. Comme le disait Anna, le fait de faire un relevé à l'instant T de ces maisons, ça permet aussi de garder la mémoire de ce qu'elles ont été si jamais des changements interviennent par les propriétaires qui en ont tout à fait le droit. Pour information, cette about de poutre a été photographiée à la fin du 19e siècle également par Félix Martin Sabon, qui travaillait pour la commission des monuments historiques. Donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir faire ce travail d'étude de manière continue dans le temps. Comme vous l'a montré Anna, l'étape du relevé, c'est l'étape la plus importante pour nous. C'est notre base de travail et de réflexion. C'est là-dessus qu'on va noter toutes nos observations, parce que comme elle le disait, effectivement, la photo ne fait pas tout, et il faudra bien sûr retourner sur ces façades, et on espère également pouvoir bénéficier de restauration, d'avoir un accès et que les propriétaires jouent le jeu, de nous laisser l'accès, de nous expliquer un petit peu l'histoire de leur maison, de ce qu'ils en connaissent, pour pouvoir faire une étude sur la façade, mais également sur l'ensemble du bâti, afin de pouvoir comprendre l'évolution et les transformations qui sont intervenues sur ces différentes maisons. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Y a-t-il des questions ? Oh, c'était clair. En tout cas, moi, je voulais en profiter pour vous remercier pour ces deux conférences, aussi ceux qui étaient les conférenciers aussi de mardi. Je pense que vous avez apporté un éclairage sur quelque chose qui n'est pas du tout connu aujourd'hui. On entend souvent qu'à Beauvais, on n'a plus rien. Un pont de bois, par exemple. On voit vraiment que vous avez matière à révéler un patrimoine qui existe au final, qui est assez problématique, mais qui existe. Et c'est vrai que si on fait le lien avec la conférence qu'on a eue l'an passé sur les pans de bois en région centre, on voyait aussi d'où est parti Orléans il y a quelques années, où là aussi il y avait un patrimoine en pont de bois qui n'était pas du tout visible et qui est aujourd'hui totalement valorisé. Donc on se dit qu'on a vraiment un potentiel. On a aussi envie d'être dans quelques années que vous nous fassiez la conférence qui montre les premiers résultats de l'étude, mais on ne va pas être trop pressé non plus.
Voilà. Mais on voit vraiment qu'on a tout un patrimoine à révéler. Et puis je vous remercie beaucoup de ce fait-là pour cet apport pour la connaissance du territoire. Une question. Est-ce qu'il y aura une publication avec les photos, tout ça? Oui, alors comme dit mon collègue Sébastien, oui, dans 10 ans. Voilà, il y aura, bien sûr, à terme, l'intérêt c'est de publier de toute façon différentes études, mais quand on en sera beaucoup plus loin, quand on aura vraiment... Parce que là, je vous ai posé énormément de questions, enfin, j'ai posé énormément de questions, c'est toutes nos pistes de recherche, et encore, j'ai pas tout dit, parce qu'il y en a d'autres, et il y en a d'autres qui vont se révéler au fur et à mesure de nos recherches, et oui, il y aura une publication, mais il va falloir être patient. On pourra présenter des études de maison, quand on en aura fait, on pourra effectivement publier au moins une étude maison par maison, comme dit mon collègue, et effectivement, à terme, une monographie, enfin une synthèse où là on pourra effectivement montrer nos typochronologies, une évolution de ce bâti. Est-ce que dans l'analyse que vous faites des bois, vous avez aussi la possibilité d'avoir l'origine ? L'origine, c'est-à-dire de la provenance. Oui, la provenance. Oui. Alors, je pourrais pas vous répondre précisément, mais en tout cas, de toute façon, ça fait partie des recherches. Enfin, là, ce que j'ai pas forcément dit, mais la dendrochronologie, c'est pas que dater un bois, c'est effectivement pouvoir déjà connaître la nature du bois. C'est du chêne, du pin, et effectivement, ça permet aussi d'après de pouvoir connaître. Les chantiers, enfin les lieux d'approvisionnement, effectivement. Après, du chêne, je ne sais pas si on peut dire s'il vient plus spécifiquement. Alors après, si on arrive à rentrer dans la typologie, savoir de quel type de chêne on parle, effectivement. Et puis si par exemple on a du sapin ou du mélèze, effectivement, on pourra se poser la question de d'où vient ce bois qui n'est pas présent dans nos régions. Dans le principe, les référentiels de la dendrochronologie sont établis de manière géographique. Puisque, évidemment, un bois ne va pas pousser de la même manière en Bretagne, en Alsace et dans le sud-est. Donc, effectivement, il y a déjà une provenance globale. Après, dire de quelle forêt, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a un ADN du bois ? Peut-être bien, oui. Mais je ne sais pas si on travaille dessus actuellement. Ça serait à vérifier. Enfin, ils peuvent déterminer de quel type de chêne il s'agit, mais après, oui, l'ADN, je ne sais pas. Ouais. On suppose que ce genre de constructions sont quand même des constructions qui ont utilisé les ressources locales. Enfin, oui. Parce que c'est de toute évidence. On est sur des systèmes qui effectivement et d'ailleurs le réemploi que vous avez montré à la fin, c'est vraiment la traduction l'esprit de récupération qui existait déjà avant. Enfin, je veux dire, là on réinvente pas non plus. Oui, non. Les ressources, en fait, nos déchets sont des ressources. Oui, bien sûr, de tout temps. Voilà. Hein. C'est prêt, oui. De tout temps, et en plus le bois coûte cher aussi, donc bien sûr que s'il est réutilisable, on va le réutiliser, c'est logique. Voilà. Et j'avais une autre question, ça concernait la maison du XVe siècle. Est-ce qu'elle a été réimplantée avec exactement la même orientation qu'elle avait à l'origine ? Non. Ouais. Non, elle n'a pas la même orientation, donc les bois vieillissent pas de la même façon, et non, mais... Effectivement, c'est une question qu'on peut... Parce qu'il y a un sens, effectivement. Les maisons n'étaient pas... Il y a ça aussi, c'est qu'on utilisait le sens de la course du soleil pour pouvoir s'éclairer, pour pouvoir chauffer aussi les intérieurs. On devrait d'ailleurs aujourd'hui encore... Oui, voilà, quand on est bon, on le fait, oui. Effectivement, mais ce n'est pas toujours le cas, je pense, sur certaines maisons. Je pensais aussi aux précipitations, parce que l'encorbellement... que vous évoquiez, il peut y avoir des raisons de gain de place, mais par rapport à la rue, je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir l'étude peut-être des abords, c'est-à-dire savoir si les rues ont été pavées ou pas, à quelle époque. Ça pourrait être... parce que l'encorbellement, c'est aussi une manière de s'abriter. On savait qu'aussi à une époque, les gens jetaient leurs déchets par les fenêtres, hein, ça arrivait aussi, donc c'était aussi une autre manière de... Oui, c'est une, donc, c'est enfin, une je dirais qu'il peut y avoir question. plusieurs explications de ces encorbements. Oui. Et alors, sur les maisons à rive, en revanche, ça on le retrouve même dans les campagnes. Justement, si on est sur des façades exposées, ça permettait de rejeter l'eau au-delà des pieds de mur, et donc d'avoir moins de phénomènes... d'inondation. Donc là, il faudrait aussi savoir, finalement, façade, il faudrait comprendre aussi comment sont faits les toits, pour savoir comment s'écoulait l'eau, en fait, parce que c'est vraiment, tout est lié, d'une certaine manière.
C'est notamment une des problématiques, c'est pour la question des pignons et rives sur rue, où quand vous avez un pignon sur rue, les murs gouttereaux, donc les murs qui récupèrent le ruissellement des eaux de pluie, ça peut créer des infiltrations dans les murs mitoyens et créer des problèmes entre voisins, justement. Et voilà, est-ce que on règle le problème en mettant plutôt rives sur rue? Comment on règle le problème de ces ruissellements? Oui. Mais effectivement, là aussi, quand vous êtes, suivant l'orientation, c'est là où on peut avoir effectivement quand on est à Pignon, en fait, une avancée plus ou moins importante. Et ça aussi, ça peut être une explication. Enfin, l'orientation peut être source de beaucoup d'avantages et d'inconvénients, oui. D'autres questions? Alors moi, j'en ai une. Alors, je ne sais plus si je me trompe ou pas, mais dans la fiche monument historique de la maison qui est à l'angle Larry Dubos et Jules Ferry, il me semble qu'elle est datée. Oui, mais elle n'est pas datée par dendrochronologie. Donc, elle est datée par ses caractéristiques. Comme je le disais, elle ressemble beaucoup par ses caractéristiques à la maison du 15e qui est derrière la cathédrale. Et donc effectivement dans les fiches sur la base Mérimée, il y a des datations. La maison rue 70 rue de la Madeleine qui est richement décorée, qui a un mur en pierre et briques, enfin les fenêtres sont plus tardives, mais elle est datée aussi. J'ai plus la datation en tête, mais on est sur du XVIe siècle. Bien sûr que stylistiquement, par les décors qui sont encore présents ou par ce que j'expliquais, par des méthodes, on date. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est avoir des datations un petit peu plus certaines, un peu plus confirmées, justement par la dendrochronologie, et pouvoir effectivement aller un peu plus loin et se dire, voilà, la maison qui est rue de l'Abbé du Boss, c'est une datation temps de 1400, je vais dire n'importe quoi, 1425, et on va s'apercevoir que la maison derrière la cathédrale, c'est pareil, et là, bingo, et puis si ça se trouve, c'est complètement différent. Voilà, mais on peut pas dater que stylistiquement, ou alors il faut vraiment avoir des points de comparaison qui eux sont datés, c'est-à-dire tel type de décor, tel type de maison, on sait que ça marche, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Et la maison Rodin, c'est de la dendrochronologie ou... Non, alors en tout cas pas à ma connaissance. J'ai pas encore eu d'informations. En fait, j'ai essayé de retrouver des documents liés à la restauration. C'est assez compliqué pour l'instant. J'espère à terme avoir au moins des documents concernant la restauration, des relevés, des photos, puisque la seule chose que j'ai, en fait, c'est une plaquette qui avait été éditée par le Conseil général qui dit que donc la maison Rodin qui est peinte en rouge est plutôt de la fin du 15e, 16e siècle. Et que les autres maisons, plutôt en gris vert ou bleu, sont plutôt 17e, 18e siècle. Mais voilà, on remarque que la maison datée fin 15e, début 16e est richement décorée. Les autres le sont pas du tout. Et ces trois maisons assemblées, voilà, on a moi j'ai plein de questions sur cette maison, sachant qu'elle a été entièrement reconstruite. Alors avec les matériaux d'origine majoritairement, comme pour la maison du 15e, mais on n'a aucune information. Il n'y a pas eu de suivi archéologique à proprement parler, donc on ne sait pas comment ces maisons se sont réunies, qu'est-ce qui dit que... on ne sait pas en fait comment ils ont daté. Alors je pense que la maison du XVIe siècle est datée par ses décors plutôt, et par des analogies avec d'autres maisons qui ressemblent ou en tout cas qui ressemblaient sur les maisons disparues de Beauvais. Pour les autres, je ne sais pas. Donc voilà. Il m'avait été dit que les médaillons étaient des recréations. Alors, pareil, moi aussi, on m'a dit que ça avait été recréé, mais en posant d'autres questions, j'ai aussi appris que les décors avaient beaucoup souffert. A priori, la maison, en tout cas l'ensemble des maisons, était dans un état très pitoyable à la fin des années 90, avait beaucoup souffert sûrement d'infiltration d'eau, n'avait pas du tout été entretenu quand le Conseil général l'a racheté à l'époque. Et les décors les plus fragiles ont été moulés à la résine et recréés d'après les moules. Donc normalement, on a on l'espère, une copie en tout cas des originaux. Mais moi, on m'avait aussi dit que dans les médaillons, il y en a qui s'étaient fait plaisir. Mais voilà.
Mais je ne sais pas parce que en même temps on me dit que c'était l'architecte des monuments historiques Monsieur Poncelet, et au final quand j'ai posé des questions, c'est pas du tout cet architecte-là qui s'est occupé de la restauration. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas eu accès à un dossier plus précis, on en reste à des suppositions. Voilà. J'imagine que quand on restaure comme ça des maisons, on doit avoir malgré tout, enfin en plus c'est relativement récent, la restauration. Oui, donc on devrait au moins avoir des documents d'ouvrages exécutés dans lesquels on devrait au moins savoir ce qui a été... Normalement, oui, je pense que... Ce qui a été conservé réellement, aux archives des apports en fait, parce que ce serait curieux que... Oui, je pense que de toute façon, a priori, les bâtiments ont entièrement été désossés, enfin démontés pièce par pièce, donc... on ne peut pas démonter une maison en pan de bois sans faire un minimum de relevé, ne serait-ce que pour pouvoir la remonter. Hein. C'est un puzzle 3D quand même. Donc oui, effectivement, c'est juste que l'information s'est un peu perdue, je pense. Donc ça fait plus de 20 ans et effectivement, les personnes ont changé aussi. Elles ne sont plus forcément là. Et pour l'instant, on n'a pas encore mis la main sur le dossier, mais je pense qu'effectivement, il y a ne serait-ce que des relevés d'architectes. Oui, et puis de savoir ce qui est encore d'origine. Oui, alors ça aussi, mais ça c'est, je sais pas si ce serait mentionné dans le dossier. Donc après, effectivement, parce que c'est vrai que, enfin, sont aussi encore une fois des ouvrages sur lesquels, comme ce sont des pièces et que c'est un assemblage, des reprises d'une pièce qui est défectueuse, c'est toujours possible en fait. Oui. Après, l'idée était de conserver un maximum de matériaux. Après, ils font aussi des greffes, ce qu'on appelle des greffes, pour pas changer l'intégralité de la pièce. Mais s'il faut qu'ils refassent tout un assemblage, effectivement, là, ça devient un petit peu plus compliqué. Oui, ou dans l'expérience que vous avez montré, enfin, de la personne qui a remonté son pignon. Oui. Mais je veux dire, c'est aussi la récupération finalement d'ailleurs. Oui, c'est ça. Après, on ne sait pas aussi, enfin, c'est aussi comme ça que ça se faisait dans le temps, donc il n'y a pas de raison que... Oui, qu'on ait fait différemment en 1999, oui, tout à fait. S'il n'y a plus d'autres questions, on va vous libérer. Un grand merci d'avoir été présent. Alors comme vous l'avez vu, elles ont été filmées ces conférences puisque d'ici 1 mois ou 2, elles seront sur les chaînes YouTube de la collectivité, donc de la ville de Beauvais. Donc elles seront consultables par la suite. Merci beaucoup.